Un squelette visible, un saut dans les airs et tu termines en cendres, voilà comment on représente quelqu'un frappé par la foudre dans les dessins animés. Et quand on voit ce que ça fait sur un arbre, on se dit que ça doit pas être si loin de la réalité. Mais ne serait-ce pas une idée reçue? Si tu te faisais frapper par la foudre, que ressentirais-tu vraiment? Quelles seraient tes chances de survie? Et si tu ne veux pas que ça t'arrive, que faire en plein orage si tu es seul dans une plaine, en train de nager dans la mer, ou si tu as sur toi des objets métalliques, comme ton portable? Je vais quand même pas le jeter. Vous allez voir, il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que ça fait de se faire frapper par la foudre. Quelle est la pire façon de se faire foudroyer? Est-ce qu'on t'a déjà foudroyé? Voici l'homme le plus chanceux, mais malchanceux du monde. Il se fait frapper une fois, il se relève, et bim. Deuxième fois, il se relève, et bim. Troisième fois. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? En réalité, il y a de grandes chances que cette vidéo soit fake. On survit rarement à un impact direct avec un éclair. Regardez-moi la puissance du truc. Ça a même décapité la Tour Eiffel en 1902, explosé des centaines de clochers rien qu'en France. On parle d'une onde de choc équivalente à plusieurs centaines de kilos de TNT. Tu vois la prise électrique juste à côté de toi? Elle fait 230 volts et 16 ampères. On est d'accord? Tu n'as aucune envie d'y mettre les doigts. Eh bien un éclair, ça peut monter à plusieurs centaines de millions de volts et des dizaines de milliers d'ampères. Et ça, c'est la moyenne. Un super bolt, les éclairs les plus puissants jamais calculés, peuvent se compter en milliers de milliards de volts. Rassure-toi, sur les 240 000 accidents de foudre chaque année, seuls 5% sont des impacts directs. Car oui, il y a 3 autres façons de se faire foudroyer. D'abord les éclairs latéraux, 30% des cas. C'est quand un endroit se fait toucher directement et que des plus petits éclairs rebondissent jusqu'à toi. Ensuite, les coups de foudre par contact, 15% des cas. Dans cet exemple, l'éclair frappe le toit de l'enclos et voyage jusqu'à la barre métallique pour faire du steak grillé. Malheureusement, ça arrive souvent près des fils barbelés où les vaches se regroupent. Même dans votre maison où vous vous croyez protégé, l'éclair peut remonter les canalisations. On a eu des gens foudroyés pendant qu'ils faisaient la vaisselle, quand ils prenaient tranquillement leur douche, et même en train de poser une pêche sur les toilettes. La dernière façon de se faire foudroyer, c'est plus de 50% des cas, les coups de foudre par tension de pas. En gros, tu es touché par la décharge électrique dans le sol. Et ça peut aller jusqu'à 80 mètres autour du point d'impact. Ce carnage de 323 rennes en Norvège, c'est pas des éclairs qui les ont frappés un par un, non. C'est un éclair qui s'est propagé dans l'herbe humide. Ça peut arriver pendant un match de foot, comme ici en Colombie. Heureusement, aucun mort, aucun blessé. Ou alors quand tu es en train de nager. D'ailleurs, quand j'étais petit, je me demandais pourquoi quand un éclair frappait l'océan, tous les poissons du monde ne mouraient pas. Eh bien, le sel étant un bon conducteur, l'éclair va rapidement se dissiper, particulièrement en surface. Donc si tu es à quelques mètres du point d'impact, tu vas y passer. Mais les poissons en profondeur, ils sont tranquilles. C'est pour cette raison qu'il est aussi dangereux d'aller sous un arbre. Vous pouvez être frappé par un éclair latéral, par contact avec le bois ou par la décharge dans le sol. Ça, on va en reparler. Qu'est-ce que tu ressens quand un éclair te frappe? Figurez-vous que beaucoup de gens témoignent n'avoir rien senti. Et pour cause, ils se sont instantanément évanouis. D'autres parlent d'un coup de marteau-piqueur dans les dents, de picotements extrêmes comme si des milliers de fourmis envahissaient leur corps, de l'impression d'avoir de la lave fondue au milieu du ventre. Tes muscles se paralysent d'un coup, tes yeux s'envahissent d'une lumière blanche, le temps semble s'arrêter. Chaque témoignage est différent, et pour cause. Ça va dépendre du point d'impact, de la puissance de l'éclair, et comment il va voyager dans ton corps. Si tu as de la chance, et que ta peau est humide, l'éclair peut juste circuler à la surface. Tes vêtements vont exploser en morceaux sous l'effet de la vapeur, tes chaussures peuvent littéralement voler hors de tes pieds, et comble du cool, tu peux te retrouver avec ces espèces de cicatrices super stylées, des figures de Lichtenberg. Maintenant, si l'éclair rentre dans ton corps, ça va faire mal. Tu auras un point d'entrée et un point de sortie, généralement plus bas. Il y a des gens pour qui l'éclair sort par le scrotum ou par l'anus, ça doit piquer. Pendant que l'éclair est en toi, il peut voyager n'importe où. Ton sang et ton système nerveux, ce sont de bons conducteurs qui vont lui permettre de se propager vers tes organes vitaux. Ton cœur peut s'arrêter, l'air de tes poumons peut tellement chauffer qu'ils explosent, tu peux devenir sourd ou avoir des dommages cérébraux. Certaines personnes vont devenir folles, tout oublier de leur vie ou changer de personnalité. C'est le cas d'un chirurgien qui est devenu pianiste professionnel du jour au lendemain alors qu'il savait pas jouer. On a des cas d'éveil à la synesthésie ou d'aveugles qui retrouvent la vue. Ça s'explique simplement par le fait que la décharge va littéralement rebooter le cerveau et activer des zones qui ne devraient pas l'être. D'ailleurs, pour votre culture, tout ce dont on vient de parler, c'est de la kéronopathologie.
la spécialité biomédicale qui étudie la fulguration. Je tenais à le caser parce que rien qu'à le dire, c'est trop stylé. Si ce tableau clinique fait peur, il faut savoir que 90% des gens touchés par la foudre survivent. Mais 70% ont des séquelles plus ou moins graves. Ça peut être une cicatrice, un bourdonnement dans les oreilles, un tremblement de la main, mais aussi une paralysie à vie. Comment savoir si la foudre va te tomber dessus? Il y a 3 signes qui doivent t'alerter. Déjà, l'odeur des éclairs. Car oui, ça sent quelque chose. Les molécules d'oxygène sont déchirées par l'impact, formant de l'ozone. Un gaz à l'odeur piquante, un peu chloré, qu'on associe généralement à l'électricité. Vous avez forcément déjà senti ça. Et c'est pas bon signe, puisque ça veut dire que le vent et donc l'orage viennent vers toi. Pour estimer la distance qui t'en sépare, tu connais l'astuce du flash. Le son étant plus lent que la lumière, tu peux calculer le nombre de secondes qui s'écoulent entre les deux. Plus simplement, dès qu'il y a un flash, tu comptes. Chaque seconde, c'est 343 mètres de distance. Au-delà de 3 secondes, l'orage est à plus d'1 kilomètre. Mais ça ne veut pas dire que tu es en sécurité. La foudre peut frapper jusqu'à 16 km du nuage d'orage. On a même un cas à 40 km. Il peut faire super beau temps, ciel bleu, aucun nuage menaçant à l'horizon et foudroyer. Un tiers des accidents se produisent d'ailleurs après que l'orage soit passé. Les gens sortent tranquillou pensant que c'est terminé, mais non. Il faut que la distance entre le flash et le son soit de plus de 25 secondes, et c'est long 25 secondes. La situation devient critique si tu commences à entendre des petits craquements ou des bourdonnements d'abeilles. Tu sens un goût de métal dans ta bouche, il y a de l'électricité statique dans l'air qui font que tous tes poils se dressent. Soudain, tu sembles voir une brume fantomatique, des petites flammes bleues se forment sur tes objets. Mauvaise nouvelle, tu vas être frappé par un éclair. Tu es dans une zone de différence de potentiel. Ce que tu vois là, ce sont des feux de Saint-Elme. C'est particulièrement visible sur les mâts des bateaux pendant l'orage, puisque c'est fin et en hauteur, donc la cible des éclairs. L'explication étant que les charges positives sont attirées vers le nuage, se concentrant donc dans le point le plus haut. Littéralement, des aimants à foudre. Si ça venait à t'arriver, tu as quelques secondes pour réagir, et on t'explique comment en fin de vidéo. Pourquoi il ne faut jamais aller sous un arbre pendant l'orage? Alors je vous rassure, ils ont survécu. Mais vous voyez que ça protège zéro. L'arbre, ça conduit bien l'électricité, donc ça va rebondir sur vous ou se diffuser dans le sol. Dans le meilleur des cas, tu finis brûlé ou avec une branche qui te tombe dessus. Pas ouf. En fait, les éclairs sont de gros flemmards. Ils vont généralement viser le point le plus haut, car le plus court entre le nuage et le sol. Et c'est souvent les arbres et les buildings. Du coup, si vous avez le malheur d'être dans une plaine, avec rien qui dépasse à des kilomètres à la ronde, il y a de grandes chances que ça tombe sur vous, comme c'est le cas dans de nombreux accidents de vaches. On dit que la foudre ne frappe jamais 2 fois le même endroit. C'est faux, hein. En fait, les éclairs ne tombent pas par hasard. Ils commencent par envoyer des espèces de têtes chercheuses dans toutes les directions. Ici, elles loupent l'immeuble, mais dès qu'un endroit est en contact, boum, tout l'éclair se concentre. Il y a même des cas où l'éclair sort du sol, attiré par le nuage. Tu es littéralement foudroyé par la terre. Heureusement, c'est rare. Faut-il jeter tes objets métalliques pendant un orage? Voilà une sacrée idée reçue. Non, le métal n'attire pas la foudre. Pensez-y, on parle d'un nuage de 20 000 mètres de haut qui s'étend sur plusieurs kilomètres, et tu veux me faire croire que c'est la fermeture éclair de ton sac à dos qui va faire une cible? Non, comme on l'a vu, un orage décide de ce qui va être frappé grâce à des têtes chercheuses. La première chose qu'il croise, il y concentrera toute sa force, et c'est généralement un point en hauteur. C'est pour ça qu'en Angleterre, un foudroyé sur 5 est un golfeur. Pas à cause du métal de leur club, mais parce qu'ils le mettent en hauteur, dans des zones généralement plates, et ça marche aussi avec les parapluies. Il est par contre vrai que le métal conduit la foudre et qu'il est dangereux d'en avoir sur soi. Si un éclair frappe, ça va glisser jusqu'à ton bracelet qui va chauffer au point de fondre, voire de se vaporiser. Et là, les brûlures sont désastreuses. Le pire objet à porter étant probablement les écouteurs, comme ceux des iPods, car ce sont des chemins que prennent la foudre pour frapper directement le visage et te faire exploser les oreilles. Tout ça m'amène à vous parler d'un petit paradoxe. Pensez-vous qu'un chevalier en armure métallique au milieu d'un orage est quelqu'un en danger? Figurez-vous que non, pas tant que ça. Et ce grâce au principe de la cage de Faraday. L'électricité va préférer parcourir ce qui est le plus conducteur, donc autour de l'objet en métal. Ton corps n'étant que du second choix. Bien sûr, il faut que l'armure soit assez épaisse, ne touche pas ta peau, que toutes les plaques soient reliées ensemble et qu'elles soient en contact avec le sol. Mais si vous avez tout réuni, vous pouvez faire comme ce type et jouer avec des éclairs avec une simple cotte de maille. C'est grâce au principe de la cage de Faraday qu'une voiture ou un avion, pourtant en métal, sont de bons endroits où se réfugier. Personnellement, un éclair m'est déjà tombé dessus en voiture
et j'ai rien eu. Je pensais que c'était les pneus qui avaient absorbé la foudre, mais pas du tout. Si le caoutchouc est bien un isolant à faible voltage, ça sert à rien face à la puissance de la foudre. C'est la cage de Faraday qui m'a sauvé, l'électricité a enroulé la voiture en s'évacuant ensuite vers le sol. Comment survivre à un éclair? Malgré toutes vos précautions, vous êtes pris au milieu d'un orage pendant votre randonnée. Aucun abri à l'horizon, et vous savez que les arbres sont une mauvaise idée. Soudain, les signes annonciateurs. Bourdonnement, électricité statique et feu de Saint-Elme. Vous êtes la cible des cieux. Contrairement à l'idée reçue, inutile de sauter. L'éclair a voyagé plusieurs kilomètres depuis les nuages, c'est pas les quelques centimètres qui te séparent du sol qui vont faire la différence. Ne t'allonge pas non plus, puisqu'une plus grande surface de ton corps sera exposée en cas d'impact au sol, et particulièrement tes organes vitaux. Évite aussi d'avoir les jambes écartées, car l'éclair va rentrer par une jambe pour ressortir de l'autre, mais en traversant ton corps au passage. Dans le meilleur des cas, le courant passe directement d'une jambe à l'autre, et tu finis juste avec les coucougnettes grillées. Non, en l'absence d'abri, il n'y a qu'une seule bonne façon de passer un orage. Tu dois t'accroupir en position fétale, les jambes bien serrées, en levant les talons pour avoir le moins de contact possible avec la terre. Si possible, mets un isolant au sol comme ton manteau ciré ou tapis de yoga. Protège ta nuque, rentre la tête pour éviter qu'elle soit à découvert. C'est bien la dernière zone que tu veux voir à te frapper. Ok, c'est pas confortable, mais tu réduis grandement tes chances d'être touché. La chaîne du Monde de Jamy avait testé expérimentalement cette méthode avec un orage artificiel, et ça marche du tonnerre. En cas d'impact sur un ami, va tout de suite le secourir. Contrairement à l'idée reçue, il sera pas électrique. Le corps n'est pas une batterie de stockage. Éteins les flammes pour éviter les brûlures, appelle les secours et fais-lui un massage cardiaque pour redémarrer son cœur. N'essaye pas de le relever parce que l'éclair a peut-être explosé certains de ses os. Plus de 100 personnes sont foudroyées chaque année en France. Ça paraît peu, mais sur la totalité de ta vie et par rapport à la population française, ça te fait une chance sur 8400 que ça t'arrive un jour. Plus précisément, une chance sur 15 300 selon le National Weather Service américain. Ça veut quand même dire que parmi tous nos abonnés, 20 à 40 d'entre vous allez vous faire démonter par la foudre. Et quand on regarde les statistiques, on est pile dans la cible. 80% des gens frappés par la foudre sont des hommes, et en grande partie des jeunes de 20 à 30 ans. Vous êtes les prochains. Non, je rigole, c'est cool l'orage. Moi ça me donne envie de dormir. Et puis, la foudre m'a déjà frôlé 2 fois, donc statistiquement, je suis peinard, non? Faudra demander ça à Roy Sullivan, qui s'est fait frapper 7 fois dans toute sa vie. La probabilité que ça arrive a été calculée, vraiment il aurait dû jouer au loto. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires si vous avez déjà croisé la foudre, on épinglera les meilleurs témoignages. Merci de nous avoir suivis, pensez à liker et partager. Allez les amis, ciao!